Bonjour et bienvenue au cœur de ce village de la Transat Jacques Vabre dont le départ sera donné maintenant dans quelques heures seulement. Ici, au Havre, le Havre encore et toujours, cette année fut incontestablement celle de la Porte Océane, mise en lumière par un nouveau Premier ministre, Édouard Philippe, ancien maire du Havre, mais surtout fêtée tout l'été à l'occasion des 500 ans du Havre. On ne parle que de la ville cette année, mais après, qu'en sera-t-il? Qu'en fera-t-on de cette nouvelle notoriété, de cette mise en lumière aux yeux du monde? Bienvenue dans ce dimanche en politique spécial Le Havre. Pour en parler en plateau avec nous aujourd'hui, Agnès Firmin-Lebaudot, bonjour. Bonjour. Députée du Havre, vous êtes native du Havre et vous êtes une proche d'Édouard Philippe. Juste en face de vous, Jean-Paul Lecoq, un autre Havrais, bien connu à Gonfreville-Lorcher, député du Havre également pour la gauche démocrate et républicaine. Bonjour Jean-Paul Lecoq. Bonjour. Et puis juste en face de vous, Léa Lassara, bonjour. Vous nous avez rejoint, vous aussi vous êtes havraise, vous êtes présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Havre. Bonjour. Merci à vous trois d'être avec nous pour parler de cette ville dont on a entendu parler en fait toute l'année. Alors avant de recueillir vos impressions à chacun de cette année faste et riche en événements, je vous propose d'aller rencontrer justement les Havrais pour savoir comment ils voient leur ville et surtout comment ils l'envisagent dans 20 à 30 ans. Nous sommes allés vous poser la question sur les pontons. Vos réactions recueillies par Angèle Devecchi aux côtés de Stéphane Lotte. Regardez. Ils veulent évoluer beaucoup. Ça va coûter une fortune aux gens de la ville. Mais bon, c'est bien, il faut que ça évolue. Les Américains disent que c'est Manhattan quand ils arrivent ici. Et dans 20 ans, je pense aussi que ce sera... Beaucoup de Parisiens, je pense, vont venir ici parce que les loyers sont très très chers à Paris. Si elle évolue de cette façon-là, cette ville, il y aura... Oui, ça sera un endroit où il fera bon vivre, je pense. Oui, mais je pense qu'il va y avoir un renouveau et je pense vraiment que c'est une ville qui va prendre de l'importance. Il ne faut pas oublier les gens, quoi. Parce que c'est bien d'avoir des très grands monuments, des très belles choses, mais il ne faut pas que ça devienne des fourmis, les gens. Donc il faudra faire attention à ça. Le Havre, ville du renouveau, tournée vers l'avenir, c'est une perspective qui vous plaît, j'imagine. Chacun et les Havrais en demandent visiblement. Même le maire disait tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, qu'une dynamique avait été enclenchée. Est-ce que vous le ressentez, vous, ça, par exemple, Agnès Firmin-Lebaudot? Oui, je crois que l'effervescence qu'a connue le Havre toute l'année, au travers de toutes les manifestations, et encore cette semaine avec la Transat Jacques Vabre, il n'y a qu'à voir le monde qui est autour du bassin encore cet après-midi. Et les bateaux sont pas encore partis. Les bateaux sont pas encore partis. Demain, c'est la grande fête et le grand départ. L'effervescence, elle est là. C'est tout à l'heure, Madame Firmin-Lebaudot, le grand départ. C'est dans quelques heures. Oui, mais l'effervescence, elle est là. Oui. L'effervescence, elle est là. On la sent. Vous l'avez senti toute l'année, en fait. Toute l'année, depuis février, lorsque déjà les cheminées ont été éclairées, puisque un été au Havre a démarré en février. Il se terminera par le départ de cette Transat Jacques Vabre. Donc l'été a duré longtemps au Havre et l'effervescence, elle est là, elle est encore là. Et les gens sont effectivement en attente de cette continuité qu'on pourrait éventuellement leur apporter. Alors on va voir comment on l'envisage justement cette continuité. Est-ce que ça a été facile de convaincre pour ces 500 ans? Je pense aux mécènes, notamment Léa Lassara. Oui. Ça a été facile. C'est allé très très vite en fait. Ouais, c'est allé vite. On a évidemment réuni toutes les entreprises. On a proposé effectivement ça à toutes les entreprises du territoire qui ont très vite dit oui et qui ont été incroyablement réactives et qui ont participé, qui ont voulu participer et associer leurs collaborateurs. L'une des personnes interviewées tout à l'heure disait aussi qu'il ne fallait pas oublier, quelle que soit l'évolution du Havre et ce qu'on avait vécu, les gens. Ça vous parle ça, vous, Jean-Paul Lecoq, les gens? Ça me parle et ça me touche parce que c'est aussi un petit peu même si la fête est belle, elle était très belle et donc il ne faut pas la critiquer, mais on peut mettre un bémol et c'est vrai que les gens qui ont l'habitude au Havre de se mobiliser, de se rassembler, ont vécu aussi des belles fêtes où eux étaient acteurs. C'était quoi le bémol alors? C'est ça, c'est qu'à un moment donné, on a vu dans les quartiers, c'était une année aussi de campagne électorale, donc on a sillonné les quartiers et on a vu des associations et tout qui regrettaient de ne pas avoir été associées à cette belle fête. Alors, en même temps, les mêmes étaient à la fête et participaient à la fête, étaient là au Géant, étaient là au Voilier, mais c'est ça le bémol. Moi, j'ai apprécié, puisque Madame Lassara est là, ça va me permettre de lui faire le compliment, c'est quand même la Chambre de commerce qui a permis d'associer à la fête l'industrie havraise. Parce que Le Havre, c'est un port, c'est une ville, mais ça n'existe parce qu'il y a aussi une grosse industrie derrière et ça a vécu 500 ans par le développement industriel. Et la seule exposition qui a parlé du passé industriel du Havre, c'est vous qui l'avez organisé à la Chambre de commerce sur les chantiers navals. Et quand même, soyez-en remerciés et félicités.
Qu'est-ce qu'on va en faire alors de cette nouvelle notoriété? Le Havre qui fait encore parler d'elle. Vous le disiez encore avec le départ de la Transat, ça fait depuis 93 maintenant que le Havre accueille cette course. Le Havre se vend en fait même maintenant, se vend même très très bien, vous allez le voir à l'image de cette jeune entreprise baptisée Letterine. Elle a choisi de faire de l'identité havraise un produit et figurez-vous que ça marche. Voyez ce reportage signé Stéphane Gérin avec Hervé Colosieux et on se retrouve après pour en parler. Dans son bureau à Matignon, Édouard Philippe possède quelques objets de déco qui lui rappellent la ville dont il a été maire durant 7 ans. Des mugs, mais aussi 2 lettres blanches qui trônent fièrement sur sa cheminée. LH pour Le Havre. Elles lui ont été offertes par Boris Lambix, le concepteur de cette création artistique. Tout a commencé en 2014. Boris, qui était alors au lycée, se passionne pour l'impression en 3D. Après avoir appris à maîtriser le logiciel, il a l'idée de mettre en relief des monuments havrais à l'intérieur des fameuses lettres LH. Son prof est emballé, et pas seulement son prof. Au début, j'avais aucune notion de ce qui pouvait bien marcher ou pas. Moi, j'ai juste dessiné une pièce et je me suis dit, oh, je la trouve jolie, elle va faire bien sur mon bureau. Et c'est quand j'ai commencé à voir des clients, des personnes qui venaient au lycée pour demander à acheter le LH, je trouvais ça quelque part un peu gênant et en fait, je voulais pas le vendre, le LH. J'avais pas le temps pour ça, je devais continuer mes études. Pour vendre ces lettres qu'il produit au compte-gouttes, Boris va contacter Brigitte, qui possède une boutique au Havre. Ensemble, ils vont écouler les LH comme des petits pains. Le duo décide alors de passer à la vitesse supérieure, mais pour fabriquer plus, il faut davantage d'imprimantes 3D. Il décide donc de lancer au début de l'été dernier un financement participatif. En fait, on a voulu faire ce financement participatif. D'une part, ça nous a permis de voir si effectivement les produits continuent à plaire, si les gens continuent à nous suivre. Donc on a vu que les Havrais ont continué à nous suivre. Donc on s'est dit, il n'y a pas que nous qui croyons au projet, il y a aussi d'autres personnes. Et ça nous permet effectivement, nous, après, de pouvoir montrer aussi aux banques qu'on a sauvé par nous-mêmes, sans leur aide, déjà des fonds. Donc ça nous permettait d'avoir quelque part un petit bagage et puis une petite force supplémentaire face aux banquiers qui aujourd'hui sont quand même hyper exigeants. Au total, 25 000 € vont être récoltés. De quoi permettre l'achat de 4 imprimantes dernière génération. Des machines qui tournent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, car il faut maintenant honorer les commandes des souscripteurs. Pour Boris et Brigitte, une nouvelle étape a été franchie, une de plus, car depuis début octobre, ils ont aussi leurs propres locaux et leur société est en cours de création. Un coup d'accélérateur a donc été donné ces derniers mois. Pour autant, les 2 associés veulent garder la tête froide. Je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à arriver à ce niveau-là, à créer une société pour vendre le LH et puis les produits qui vont en découler. Mais on n'est pas encore dans la success story, on verra dans les 2 prochaines années, mais je pense qu'on touche du doigt la success story. Il n'empêche, 3000 LH ont été vendus depuis le début, un chiffre qui pourrait exploser avec leurs 4 nouvelles machines. Parallèlement, Boris et Brigitte espèrent développer ce concept avec d'autres villes. Ils ont d'ailleurs été contactés par quelques communes. Il est modeste, Boris, ça sent quand même la belle histoire. Léa, Sarah, on est très loin quand même de l'image classique du Havre, de l'économie havraise, portuaire, dont parlait tout à l'heure Jean-Paul Lecoq, industriel. Là, c'est une jeune entreprise qui vend le Havre. Est-ce que ça aurait été possible il y a 15-20 ans ? Non, sûrement que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Là, c'est vrai que le fait de pouvoir avoir les lettres LH, et d'ailleurs, je connais bien Boris, parce qu'on l'a quand même hébergé pendant un certain temps au container à la Chambre de commerce. Donc, en plus, on a eu l'occasion de voir avec lui. Et c'est vrai que ça représente l'innovation. Il faut montrer que le Havre, c'est pas, effectivement, même si l'industrie est très présente, il y a aussi des entreprises, des start-up finalement, et puis l'innovation. Donc, c'est vrai que c'est plus facile aujourd'hui quand même. Et puis là, on défend l'identité havraise, on la vend même en fait, Agnès Firmin-Lebaudot. Qu'à voir, ce sont des jeunes qui défendent l'identité de leur ville. Il y a la success story avec ses lettres LH. Il y a aussi la success story des t-shirts LH. Il y en a d'autres, oui. Il y en a d'autres. Le magasin Localo Shop qui vend des produits havrais et qui marche très très bien. Donc on voit bien que cette jeune génération, elle est fière de sa ville, elle a envie de la vendre, elle a envie d'accompagner son développement. Et la Chambre de commerce aide beaucoup ces jeunes entreprises à pouvoir vendre la ville. Et c'est extraordinaire pour nous. L'identité havraise aussi, Jean-Paul Lecoq le disait tout à l'heure, est forcément indissociable de l'histoire portuaire, de l'histoire de l'industrie. Le Havre, je le rappelle, est toujours le premier pôle pétrochimique français. Mais reste surtout, dit-on, la capitale de la contestation sociale. On l'a encore vu avec la loi travail. Agnès Firmin-Lebaudot, est-ce que c'est par exemple un trait de caractère que vous aimeriez gommer, vous, de la ville ?
Je ne sais pas si c'est un trait de caractère qu'on pourrait gommer de la ville. Ça fait partie de son histoire. Elle est marquée comme ça. Il est évident que voir la ville bloquée pendant des semaines, c'est jamais bon pour l'économie. C'est jamais bon non plus pour l'image de la ville. Le blocage n'est pas forcément une bonne chose. Le droit de grève est un droit, il doit s'appliquer. Bloquer la ville n'est pas forcément le moyen le plus évident de la mettre en valeur et d'aider à son développement. Jean-Paul Lecoq. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que quand les gens en sont arrivés à une extrême comme ça, à faire grève, à perdre des journées de salaire, c'est pas de gaieté de cœur. Donc c'est qu'ils n'ont pas réussi à expliquer les choses ou à se faire entendre autrement. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a reçu une ministre des Transports qui, jamais ministre n'a passé autant de temps au Havre, dans le port et à s'intéresser. Et face à cette ministre, on a eu des industriels, des grands industriels de la place, Total, Hercel, Chevron, qui ont expliqué à la ministre pourquoi ils étaient fiers d'être installés au Havre et pourquoi c'était bon pour leur entreprise d'être installés au Havre. Donc voilà, on peut avoir à la fois les start-up, Madame la Présidente, et on peut avoir aussi encore des industriels qui sont quelque part ceux qui font la richesse du Havre. Parce que LH, je ne suis pas sûr que ça fasse la richesse et l'emploi des dizaines de milliers de salariés, alors que ces industries lourdes derrière le port, et c'est pour ça qu'on défend le port. Et les investissements dans le port. C'était un exemple de créativité un peu différente. C'est important, c'est bien. Et surtout basé sur l'identité. Je vous repose la même question qu'à Léa Lassara tout à l'heure. Est-ce qu'il y a 15-20 ans, selon vous, ça aurait été possible une chose pareille ? Il y a 15-20 ans, d'abord, on n'avait pas les imprimantes 3D, je vais partir. Évidemment. Et puis, non, mais c'est évidemment que c'était possible. Mais moi, j'ai porté des t-shirts Le Havre il y a 15-20 ans. J'en ai porté quand j'étais jeune communiste. Raté ça, mince. Ben oui, vous avez raté ça, mais il y avait Le Havre des luttes. Déjà, j'ai porté un t-shirt Nelson Mandela, Le Havre, dans la bataille qu'on menait pour la libération de Nelson Mandela. Donc, on était fiers. Et on est fiers de notre ville. Et puis, on est fiers de cet état d'esprit. État d'esprit qui se laisse pas faire, état d'esprit qui innove, on le démontre, et puis état d'esprit qui a envie d'un modèle de société qui lie à la fois la production, le plaisir, la fierté culturelle, c'est ça aussi le Havre. Et on est fiers de ça. C'est ça qui fait qu'on est fiers d'être havrais. Il y a beaucoup de voyants qui sont revenus au vert en plus. Je pense au trafic portuaire. Après une année un petit peu difficile, là, on est plutôt sur le premier semestre 2017 sur un trafic record. On a appris la construction confirmée des 2 nouvelles usines de pales et nacelles qui induisent aussi 750 emplois créés sur la place havraise. On a entendu les experts qui parlaient d'immobilier, qui disent que l'immobilier repart à la hausse. On a entendu plusieurs croisiéristes qui trouvent la place havraise magnifique et qui s'installent en faisant de gros efforts avec notamment 22 nouveaux départs de croisière dès avril prochain pour MSC. Ce ne sont que de bons indicateurs et pourtant le taux de chômage reste le plus important de la Normandie. Comment vous l'expliquez, vous, Jean-Paul Lecoq, ça, par exemple ? C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier les Havrais. C'est pour ça que les gens disent attention, que le Havre soit intéressant pour les Parisiens qui viennent s'installer en bord de mer pour aller travailler à Paris avec un train qui va aller plus vite. C'est peut-être bien, mais ça n'empêche que les Havrais ici, ils ont besoin de travailler, ils ont besoin de vivre. Et par exemple, on a vécu aussi cette année la fermeture de Lafarge, de la carrière, etc. C'est pas une bonne nouvelle. On s'est pas assez mobilisé. Enfin, moi, je me suis mobilisé avec mes camarades, mais pas assez la place à laisser partir ce genre d'entreprise. Et je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, au Havre, on dise on laisse plus partir ces entreprises-là parce que c'est notre richesse. Et puis qu'on innove, qu'on crée d'autres entreprises. Voilà, c'est vraiment ce qu'on doit jouer comme rôle. Et les investissements que l'on demande les uns et les autres, et on les demande tous ensemble. C'était assez extraordinaire cette voie unique havraise. C'est ça aussi la particularité du Havre. C'est quand le Havre est en danger, on est tous unis pour défendre le Havre. C'est notre particularité. Et les investissements du port, tous unis pour les défendre. Et la ligne nouvelle Paris-Normandie, on va en parler tous tout unis à l'heure. pour la défendre. Ouais. Et c'est tout ça qui fera qu'on continuera à vivre au Havre et à avoir un emploi au Havre. Comment créer de l'emploi, Léa Lassara? Moi, je voudrais juste dire que l'industrie, c'est à peu près 31 000 emplois sur le bassin havrais. Les services, c'est 70 000. Exactement. C'est ça. L'un ne va pas sans l'autre, bien sûr. Créer de l'emploi, d'abord, il faut. Le chômage a toujours été un petit peu élevé quand même au Havre, donc c'est vrai qu'il est toujours un peu élevé. Pourquoi? Alors, je vais pas avoir les raisons de pourquoi il est élevé, mais surtout ce qu'on peut faire. En fait. C'est je pense pas que ce soit forcément au Havre qu'il soit particulièrement élevé. En Normandie, élevé. Si, c'est le sur secteur... la Normandie. Ouais. Que vous dire par rapport à ça? Je suis pas dans les détails de pourquoi. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, et notamment peut-être au niveau de l'attractivité
d'attractivité, pour attirer des entreprises sur le territoire, justement, pour leur donner envie. C'est bien pour ça aussi qu'on a fait aussi ce 500e anniversaire. C'était bien une question d'attractivité. Les chefs d'entreprise disent manquer de visibilité. Est-ce que ça aurait un rapport avec ça, par exemple? Oui, ça peut, effectivement, on peut avoir ça. Il faut aussi que les personnes qui sont au chômage aujourd'hui aient sûrement les bonnes formations et pour répondre aux attentes des entreprises. C'est ce qu'Emmanuel Macron avait dit dans sa dernière allocution, qu'il fallait absolument reformer les demandeurs d'emploi. C'est une des pistes, ça? Oui, je pense qu'il faut trouver les bonnes. Les voyants sont au vert, vous l'avez dit. Donc il y a des besoins dans les entreprises, que ce soit dans l'industrie, dans le port, dans le commerce, partout. Et je crois qu'il faut effectivement que les formations soient bien adaptées. Donc c'est vrai qu'au niveau de la CCI, c'est quelque chose que je connais bien parce qu'on a quand même beaucoup d'étudiants et d'élèves en formation initiale continue. Et à la fois, il faut que les demandeurs d'emploi effectivement puissent avoir peut-être la bonne formation et l'orientation pour les aider et pour aider les entreprises en même temps. Agnès Firmin-Lebaudot. L'adéquation entre la formation est nécessaire. Je crois que tout le monde a fait le constat. Maintenant que le constat est posé, il faut que la région Normandie, qui vraiment investit beaucoup ce domaine, puisse se mettre en relation aussi avec les entreprises. C'est ce qu'elle fait pour pouvoir former les jeunes. Et avec ces formations, trouver un emploi parce que les signaux sont au vert. Et le petit décalage entre tous les signaux qui se mettent au vert avec cette fabuleuse année 2017 que nous sommes en train de vivre, la baisse du chômage, elle va venir l'année prochaine et les années futures. Mais en même temps, on a toujours le sentiment que ça prend énormément de temps. Alors je sais que le temps médiatique va plus vite que les autres, mais la construction de ces 2 usines dont on parle depuis des années, là ça y est, elle est actée. Mais c'est un peu comme tous les grands projets au Havre, ça prend énormément de temps à tel point qu'on se demande si ça va arriver en fait, quoi. Oui, moi sur la question des emplois, il y a aussi, si on va dans les entreprises, on voit aussi qu'il y a, parce qu'ici il y a de l'industrie, il y a beaucoup d'emplois détachés de l'Europe de l'Est, par milliers quand même, par milliers. Vous l'expliquez comme ça, vous? Ben oui, mais c'est ce qui fait aussi, et les gens qui sont dans ces entreprises le disent. Et moi je suis plutôt satisfait qu'Emmanuel Macron ait relayé ça. Alors après on va voir les conséquences localement, mais ce sont des milliers d'emplois, et des emplois souvent peu qualifiés, qui fait que les gens, dans la ville où j'étais maire, à Gonfreville-Orcher, c'était des centaines de gens, échafaudeurs. Il y a Total, je rappelle. Et qui n'arrivaient plus à trouver de boulot quand il y avait un arrêt pendant 3-4 mois et tout. Avant, ils avaient du boulot pendant 3-4 mois. Et là, maintenant, ça n'existe plus. Ça fait des années que ça n'existe plus, qu'on l'explique, qu'on le dénonce. Maintenant, on semble être entendu. Alors, c'est pas totalement réglé, mais ça fait partie. Les usines d'éoliennes, c'est la même chose. Si on construit des usines d'éoliennes et qu'on a recours à des emplois extérieurs à la région havraise, c'est pas gagnant pour le Havre. Là, on dit que 750 emplois seront créés. Oui. Vous y croyez? J'espère que c'est l'annonce qui est faite. Elles ont un peu muté, puisqu'à l'origine, on devait tout construire. Maintenant, on est nacelle, les pales, on ne construit pas tout. Mais on ne va pas jouer les difficiles. On prend. C'est-à-dire des emplois pour la population du Havre. On prend. Voilà. On prend tout ça. Et si ça peut attirer des sous-traitants, si ça peut attirer des gens qui viennent travailler autour, qui viennent développer de la recherche, pour imaginer les produits d'après, parce que la transition énergétique, il va falloir la gérer. Et nous, vous l'avez dit tout à l'heure, on est dans la chimie, pétrochimie. Ça veut dire carboner. Et donc la transition énergétique, il va falloir l'imaginer et faire la transition de notre industrie. Mais tout ça c'est un défi incroyable aussi, à tous les grands projets qui concernent la Porte Océane. Et il y en a des grands projets. Vous parliez tout à l'heure de la LNPN. On va en parler avant de parler de l'axe Seine. Retour sur ce chantier qui avance. La LNPN, c'est quoi? C'est la ligne nouvelle Paris-Normandie, auquel vous êtes tout particulièrement attentif, monsieur et madame députés du Havre. Alors l'idée, je le rappelle, elle avait été lancée en 2009. Le comité de pilotage vient de déterminer il y a quelques jours seulement les zones de passage qui accueilleront les tracés des 3 tronçons prioritaires de la ligne à l'horizon 2030. Il reste d'actualité. Madame Firmin-Lebaudot, est-ce que vous êtes rassurée? Oui, au début, on avait parlé 2020, 2025, 2030 et vous avez entendu 2045 et là, vous avez hurlé. J'ai pas été la seule à entendre 2045. On était ensemble. Vous étiez ensemble. Le comité de pilotage a permis de valider les choses et c'est une très belle chose et c'est une très belle avancée. Le projet est sur les rails. J'espère qu'il est sur de bons rails et ça semble être ce qui a été décidé lors de ce comité de pilotage. Voilà. Maintenant, il faut être vigilant aux avancées et nous le serons avec Monsieur Lecoq. C'est le gouvernement qui va trancher bientôt. C'est essentiel pour le Havre. Mais justement, à quoi pour le développement du port de Havre. Ouais. À ce que les délais soient respectés, les délais annoncés soient respectés. Moi, vous me connaissez, je vais être attentif à ce que les délais soient raccourcis. Parce que c'est pas possible. Ça fait. D'abord, le premier dossier, c'était 1998. Et on nous annonçait lors d'une dernière réunion 2050. C'est pas possible.
d'avoir 52 ans. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a plein de grands projets, mais tout prend un temps. Et ben donc on va essayer d'agir pour raccourcir les délais, pour expliquer qu'on peut peut-être faire plus rapide, etc. Sachant que pendant tout ce temps-là, pendant les travaux qui vont avoir lieu sur la ligne, les trains qui vont aller de Paris au Havre vont être ralentis. C'est-à-dire qu'on va être dans une situation encore plus dégradée. On va pas être dans une situation dégradée pendant 40 ans. On vient d'investir là pour fêter un anniversaire pour lequel on pourrait transformer l'essai. Et aboutir, sauf qu'on a un handicap, et les croisiéristes le disaient la dernière fois qu'on a rencontré la ministre, leur handicap c'est qu'ils ne peuvent pas aller à Paris avec un train rapidement, etc. Donc il faut expliquer, et on a commencé à le faire, on va continuer à le faire, les délais doivent être raccourcis pour que le Havre soit désenclavé et qu'on puisse exister et que nos investissements aux uns et aux autres et l'énergie dépensée puissent profiter le plus vite possible et le plus tôt possible. Une nouvelle ligne qui relie Paris au Havre en 1h15, c'est clair que ça fait rêver tout le monde. Bah oui. Mais c'est pas le seul projet destiné à développer la vallée de la Seine. Il y a l'Axe Seine qui lui aussi fait l'objet d'une grande étude, mais l'annonce de relance du canal Seine-Nord début octobre a tout bouleversé et surtout a refroidi les espoirs normands de développer l'Axe Seine et de développer aussi le Grand Paris. Où en est-on exactement? Voyez ce reportage signé Jean-Marc Pitt et Justine Gier. Paris, Rouen, Le Havre ne forment qu'une seule ville dont la Seine est la grande rue. C'est ainsi que Napoléon exprimait bien avant l'heure sa vision de l'axe Seine, un concept repris au début de son quinquennat par Nicolas Sarkozy quand il évoquait son projet de Grand Paris. L'aménagement de la métropole parisienne est censé s'élargir jusqu'à l'estuaire du fleuve afin de donner à la capitale un accès maritime nécessaire à son rayonnement mondial et de permettre aux ports de la Basse-Seine et de la façade de la Manche de concurrencer leurs rivaux de la mer du Nord, en particulier Anvers et Amsterdam. La solution du canal Seine-Nord jouerait au contraire la carte des infrastructures belges et néerlandaises. Mais selon la ministre des Transports qui a annoncé le 3 octobre dernier qu'en ces temps de rigueur budgétaire le projet était relancé, ça ne serait pas aux dépens du Havre. Le canal Seine-Nord, il est confronté à la même problématique financière que l'ensemble de nos infrastructures. On a engagé une réflexion avec les acteurs qui veulent reprendre une gouvernance régionale. On va travailler avec eux pour reprendre des ressources régionales. Et en tout cas, n'opposons pas nos différents ports. On a surtout à jouer et à gagner dans la concurrence européenne. Les déboires de la ligne nouvelle Paris-Normandie, dont la fin de chantier n'est annoncée qu'en 2045, la difficulté récurrente de développer la part du transport fluvial au-delà des 9 petits % actuels, font pencher la porte océane vers le pessimisme. Les perspectives de développement de l'activité de croisière constituent certains des rares éléments auxquels s'accrochent les acteurs économiques havrais. Vous l'avez entendu, la ministre des Transports l'a affirmé, il y aurait de la place du business, surtout pour tout le monde. Vous êtes d'accord avec ça, Léa Lassara? Ah bah oui, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Même avec le projet Canal Seine-Nord? Ah, là, c'est plus compliqué, voilà, effectivement. Parce que si bien. on parle de développement territorial, effectivement, pour l'axe Seine, non, évidemment que c'est pas la solution. En tout cas, on a besoin de cette axe Seine plus fort, d'investissements importants, parce qu'il ne faudrait pas effectivement déshabiller Paul pour habiller Jacques et ne pas pouvoir donner la puissance nécessaire à l'environnement portuaire aux entreprises. Il n'y a pas si longtemps, Édouard Philippe, Agnès Firmin-Lebaudot défendait bec et ongle ce projet. Aujourd'hui, le projet Canal Seine-Nord est relancé. Quel est votre avis sur la question? Comment vous vous positionnez très clairement par rapport à ça? Très clairement, je crois qu'il ne faut pas opposer les territoires. Ça, c'est quelque chose. Mais on ne pourra pas tout faire. C'est quelque chose d'absolu. On ne peut pas tout faire. Je crois que Madame Borne a été assez claire en disant que le port du Havre ne serait pas sacrifié. Maintenant, on va attendre les assises de la mer qui seront quand même pour nous et qui auront lieu au Havre, qui seront ouvertes par le Premier ministre, qui seront pour nous un moment très important. Vous espérez beaucoup de son intervention justement là-dessus encore aujourd'hui? On espère que le monde portuaire espère beaucoup. Il est évident que le port du Havre, c'est vraiment le port de Paris. Maintenant que le constat a été fait, il y a longtemps. C'était le discours aussi du président des MSC Croisières, ça. Maintenant que ce constat a été fait, il y a longtemps, faut que cet axe Seine, il puisse revivre. Il a vécu un beau départ, il a été un peu mis en sommeil. Malheureusement, on a perdu beaucoup d'années. Il faut que maintenant on puisse rattraper ces années
parce que pour le port du Havre, c'est nécessaire, mais c'est pas que pour le Havre que c'est nécessaire. Le port du Havre est bien un projet d'intérêt national. Un projet d'intérêt national. C'est ça, il y a le projet du Grand Paris qui devait permettre justement le développement de cet axe Seine. Le problème, c'est aussi le budget. Emmanuel Macron doit annoncer une refonte du projet d'ici quelques semaines. L'avenir du Havre passe obligatoirement, Jean-Paul Lecoq, par le Grand Paris ? L'avenir du Havre est attaché à l'avenir commercial de la France, ses importations, ses exportations. On a tout pour nous, en fait. On a la géographie, on est le premier port sur l'Atlantique. On a la Seine, un canal tout fait. On est relié à la capitale. Mais est-ce que ça vous fait pas peur, ce gigantisme ? Hervé Morin avait peur du projet d'Emmanuel Macron, qui trouvait plutôt intéressante l'idée d'annexer le département de l'Eure, par exemple, à ce projet de Grand Paris. Est-ce que ça vous fait pas peur, ce gigantisme ? Non, ça me fait pas peur, parce que les hommes et les femmes de notre pays ont la sagesse, et on le voit de plus en plus, d'à la fois développer de manière moderne notre pays, et en même temps d'avoir le souci de le protéger, l'environnement, de protéger les espaces, etc. Et ça a gagné les esprits. Et donc maintenant, ça ne me fait pas peur, parce qu'on saura inventer la vie de demain, et on parlait tout à l'heure de la jeunesse, des start-up, etc., qui eux ont... Moi, j'adore discuter avec eux, parce qu'ils sont dans le colocataire, copropriétaire, la coopérative. Ils partagent. Ils partagent. Et cette idée-là de la jeunesse, cette évolution-là, me fait dire qu'il y a plein d'espoir pour l'avenir, et qu'ils auront le souci de coprotéger notre pays, une qualité de vie, et c'est ça qui est intéressant. Et moi, je pense que si le Havre obtient les investissements qui sont pas très énormes, en fait, ils peuvent jouer sans aucun problème. Le Havre peut jouer sans aucun problème la concurrence avec le Nord, sans aucun problème, même s'il y a le canal Seine-Nord. Ce sera une carte à jouer dans l'avenir, en tout cas pour les 15 à 20 années à venir. Exactement. La responsabilité du Premier ministre, que vous ne manquerez pas de lui rappeler, j'en suis sûre, lors des prochaines assises qui auront lieu ici. Effectivement, vous en parliez fin novembre. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission consacrée au Havre. Et puis, je voulais, allez, en 15 secondes, comment vous la voyez en 3 mots, votre ville dans 20 ans, Monsieur Lecoq ? 3 mots. Vraiment. J'espère en bonne santé, et puis dans une ville moderne où les relations entre les gens seront la priorité. Madame Firmin Lebaudot. Une bonne santé, et l'idée que le Havre puisse être Manhattan me va bien. Madame Lassara. Innovante, du business et une ville formidable. Merci beaucoup. Merci à vous trois, Havrais, d'avoir participé à ce dimanche en politique, à moins de 2 heures maintenant du départ des bateaux de la Transat Jacques Vabre, qui partira, tradition oblige, depuis 93, depuis le Havre. Décidément, the place to be. La preuve, tout de suite, vous retrouvez Angèle Devecchi pour le journal de midi, en mitouflé, en direct. Quant à moi, je vous souhaite un très très bon dimanche et une très belle journée sur France 3. Aujourd'hui, avis de vent favorable sur France 3. 38 bateaux